Bien que je préfère m'exprimer en créole, qui est ma langue maternelle, comme on dit là-bas chez nous en Haïti, langue maman moins, je suis quand même obligé de faire cette introduction à une vidéo faite en France par des Français. Je suis obligé de la faire dans cette langue, dans la langue française, une langue avec laquelle j'ai des rapports un peu compliqués. Pourquoi? Eh bien, il y a d'abord ce mot qu'on prête à Jean-Paul Sartre. Sartre aurait dit que, je cite, comme pour se venger des années d'esclavage endurées, les nègres de Saint-Domingue sont en train de massacrer la langue française. Alors, je vais donc massacrer la langue française sur le plan de la prononciation, peut-être de la grammaire et du vocabulaire. Et puis, il y a aussi ce mot d'un Québécois qui a eu à dire « Pauvres Haïtiens, ils parlent une langue dans laquelle ils n'écrivent pas et ils écrivent dans une langue qu'ils ne parlent pas. » Alors là, on aura compris, c'est une référence au créole. Ils parlent le créole, ils n'écrivent pas en créole. Ensuite, ils écrivent en français, mais ils ne parlent pas français. Comparez la situation d'un pauvre instituteur haïtien à, disons, un chauffeur de taxi à Paris, par exemple, en France. Eh bien, le chauffeur de taxi parisien, qui se lève, disons, 6 heures du matin, ou même peut-être plus tôt, depuis cette heure-là, jusqu'à minuit, quand il retourne chez lui, il parle une seule langue, le français. Alors, évidemment, il va maîtriser cette langue. Tandis que le pauvre instituteur haïtien, lui, quand il se lève le matin, il s'adresse en créole à sa femme, à sa partenaire et à ses enfants. Il parle créole toute la journée, mais dès qu'il franchit la porte de la classe, il est obligé, on l'oblige à s'exprimer en français. Mais bon Dieu, comment y arriver? Eh bien, c'est ça la situation haïtienne en Haïti, mais je crois que ça a changé. Ce que je viens de décrire, c'est plutôt la situation qui existait du temps où j'étais écolier là-bas. Je n'habite plus Haïti, je ne suis plus écolier, évidemment, ça va sans dire, et je n'habite plus Haïti. Bon. Et puis, un autre, en arrière-plan, il y a que, outre la pandémie du coronavirus, il y a un autre virus pandémique, c'est le racisme systémique dont tout le monde en parle, tout le monde parle de cela, surtout après l'assassinat de George Floyd. Ainsi, un jeune Québécois d'origine haïtienne, je devine, qui a pour nom Thierry Lindor, a tenu des propos percutants à ce sujet, en s'adressant directement, en critiquant vertement le Premier ministre de la belle province, comme on appelle le Québec. Bon, le racisme. Le grand scientifique Albert Einstein a eu à dire, en s'adressant à des étudiants afro-américains dans le sud de ce pays-là, des États-Unis, il a eu à dire Racism is the white man's disease. Le racisme, c'est la maladie des Blancs. Mais attention, ceux d'entre nous, comme moi, qui ne sommes pas blancs, nous ne devons pas nous réjouir tout de suite, parce que nous avons aussi nos propres contradictions à surmonter. Ainsi, par exemple, il y a la vidéo de Dimitri Vorbe que j'ai postée dans ma page Facebook. Dimitri Vorbe accuse les Haïtiens de racisme. Bon, alors, la situation est très compliquée. Bon, je ne voudrais pas que
cette introduction à l'émission de C'est à vous, présentée par la chaîne de télévision française TV5, soit trop longue. Donc je m'arrête tout de suite et j'espère que vous prendrez plaisir à écouter l'extrait de l'émission de C'est à vous. Bonne écoute. Mais d'abord, Patrick, vous revenez sur la décision de la plateforme d'HBO de retirer provisoirement Autant n'emporte le vent de son catalogue, le temps de recontextualiser le film, ce que vous faites vous, sans attendre. Bah oui. Alors d'abord, disons que c'est l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, qui compte encore 80 ans après sa sortie, des fans éperdus, marqués à jamais par les amours contrariés, la passion, les heurts et malheurs de Scarlett O'Hara et Red Butler pendant la guerre de sécession, avec en toile de fond cette Géorgie idéalisée des années 1860, décrite comme un petit paradis peuplé de riches planteurs policés, raffinés et gentils avec leurs esclaves, jusqu'à l'intervention yankee et l'incendie d'Atlanta. Cet imaginaire, celui des habitants du Sud profond, il a naturellement bercé une modeste journaliste, Margaret Mitchell, née et élevée à Atlanta. Elle a mis 12 ans à écrire Autant en emporte le vent. Elle a recommencé 71 fois le premier chapitre, n'a écrit rien d'autre ensuite et n'a jamais compris l'engouement suscité par Scarlett et Rhett, des personnages qu'elle considérait comme immoraux et dont elle désapprouvait la conduite. Le livre a été un best-seller, le film un phénomène. Par sa durée, près de 4 heures, par son succès et sa longévité, il n'a cessé d'être projeté. Autant en emporte le vent, c'est l'œuvre d'un homme, le producteur David Selznick, qui a senti le filon. Il achète les droits du livre avant même sa parution à l'été 36. Il épuise 3 scénaristes et 2 réalisateurs. Il règle chaque détail, ordonne ses choix sur les décors, les costumes, la musique, les couleurs du film. Si Clark Gable s'impose assez vite, il met des mois avant de trouver sa Scarlett. Selznick écrit « Je savais que 75 millions de personnes réclameraient mon scalp si je choisissais la mauvaise Scarlett. » Alors il hésite, il pose une option sur Paulette Goddard, l'inoubliable gamine des temps modernes, qui est alors l'épouse de Chaplin, et il finit par choisir une quasi-inconnue, britannique de surcroît, Vivien Leigh. Selznick s'intéresse aussi au contexte historique et à la représentation des Noirs, à ce qui fait polémique aujourd'hui. Oui, c'est présent dès le début dans sa correspondance, ces mémos passionnants qui ont été publiés après sa mort. C'est tous les télégrammes, toutes les lettres qu'il a envoyées à la production, à ses scénaristes, etc. Alors on se sent embarrassé. Il pense d'emblée que le contexte historique est un handicap et il fait gommer les aspects les plus déplaisants du roman de Mitchell, notamment les références au Ku Klux Klan auquel appartient Frank, le deuxième mari de Scarlett. Voici ce qu'écrit Selznick à son premier scénariste, Sidney Howard. « J'attache une grande importance à ce que nous supprimions dans sa totalité tout ce qui touche au Ku Klux Klan. J'espère que vous serez d'accord pour omettre ce qui pourrait apparaître comme une publicité involontaire pour ces sociétés intolérantes dans ces temps hantés par le fascisme. Nous sommes en janvier 1937. Et puis, dans un autre passage de cette lettre, je n'ai aucun désir de produire un film contre les nègres. J'estime que dans notre film, nous devons faire extrêmement attention à ce que les nègres s'engagent avec décision du bon côté. » Voilà la représentation des Noirs imaginée par Mitchell, corrigée par Selznick, des êtres pacifiques, loyaux, mais enfantins, voire inférieurs, victimes d'injustice, mais finalement bénéficiaires du mode de vie américain. C'est une forme de paternalisme ou de racisme bienveillant. C'est surtout, il ne faut pas l'oublier, un Américain éduqué de 1937 qui parle de l'Amérique de 1860 avec l'imaginaire d'une sudiste d'Atlanta. Le livre qui vient de faire l'objet d'une nouvelle traduction en français. Voilà, alors voici l'ancienne, chez Gallimard et Folio, avec la traduction française de 1939, et voici la nouvelle chez Gallmeister qui vient tout juste de paraître. Dans celle-ci, on ne parle plus de nègres comme dans la version de 39, mais de noirs, et les esclaves ne parlent plus en petits nègres avec des R remplacés par des apostrophes comme dans Tintin ou dans Astérix, vous savez, avec le pirate qui fait la vigie tout en haut du mât. Ce qui est drôle, c'est que c'est une toute autre bataille sémantique qui a eu lieu juste avant la sortie du film en 1939 à cause de sa dernière réplique. Vous vous souvenez de Scarlett dévalant le grand escalier pour retenir Red qui va partir, elle est en larmes. Mais que vais-je devenir? Et Red lui répond: Frankly, my dear, I don't give a damn. Franchement, ma chère, je n'en ai rien à cirer, ou je m'en fiche comme d'une ligne, voilà, etc. Dame,
dame, D-A-M-N, fait partie des mots explicitement interdits dans le cinéma américain. Le fameux code Hays est entré en vigueur et Selznick écrit plusieurs lettres, on les trouve dans ce livre, il écrit plusieurs lettres à William Hays, l'auteur du code, pour le supplier de lui autoriser ce mot et de lui laisser cette réplique absolument essentielle pour son film. Il a eu gain de cause, en fait il avait tourné 2 versions au cas où, en secret. Mais au fait, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce code Hays? Eh bien, il y a aussi l'interdiction, non pas de montrer, mais même de suggérer des rapports sexuels interraciaux entre blancs et noirs ou entre blanches et noires. Pas de miscegenation, pas de métissage, règle formellement en vigueur dans le cinéma américain jusqu'en 1966, il y a un peu plus de 50 ans. Pascal Blanchard, vous êtes historien spécialiste de l'Empire colonial français, des enjeux de la diversité et des histoires de l'immigration, co-auteur de Décolonisation française, la chute d'un empire aux éditions de La Martinière. Éric Nolot, vous êtes essayiste, chroniqueur. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci de votre présence. Merci d'avoir accepté de débattre ce soir parce que vous n'êtes pas d'accord. Éric Nolot, la nouvelle du retrait provisoire d'Autant n'emporte le vent de la plateforme HBO, ça vous a fait bondir sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé de délire idéologique. Ma famille de pensée, c'est la gauche antitotalitaire, la gauche anti-stalinienne, la gauche de George Orwell, pour résumer. Et je vois avec effarement revenir toutes les méthodes staliniennes. C'est-à-dire qu'on vous efface des photos officielles quand vous n'êtes plus dans la ligne, ce qui est arrivé au film Autant n'emporte le vent sur HBO. Provisoirement. Provisoirement, mais enfin on l'enlève, on déboulonne les statuts, c'est-à-dire qu'on les efface également des photos. On pratique la réécriture, une grande tradition stalinienne, c'est-à-dire qu'on élimine tout ce qui ne correspond plus à l'époque, et puis on pratique une autre tradition stalinienne, c'est l'autocritique. Vous avez peut-être vu Martha Kaufman, la productrice de Friends, qui éclate en sanglots, parce que dans la tradition stalinienne, il y a aussi le kitsch, qui éclate en sanglots en disant qu'il n'y avait vraiment pas assez de diversité dans Friends. Moi je m'en fiche qu'il y ait 6 blancs ou 6 noirs. Moi ce qui m'intéresse c'est que la série soit bonne. Rien, ou 3 noirs et 3 blancs, tout m'aurait convenu. Mais maintenant il faut donner les signes de repentance et si possible dans le registre kitsch. Alors déjà ça m'énerve puisque c'est le retour au nom du bien, c'est ça la grande différence. Le stalinisme c'était le mal, mais là c'est au nom du bien, le retour de toute la tradition stalinienne. Et puis il ne faut pas se leurrer, ça ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, c'est au nom de l'antiracisme ou du féminisme, et demain, ce seront toutes les minorités qui vont défiler en exigeant qu'on revienne sur tel ou tel roman, tel ou tel film. Publicité, moi, je trouve ça extrêmement dangereux, et en effet, j'ai qualifié ça de délire idéologique, et en plus, ça infantilise tout le monde, parce que je crois que tout le monde peut comprendre que autant où a été écrit Autant en emporte le vent ou qu'a été tournée son adaptation au cinéma, les mentalités étaient différentes. Je crois que nous sommes assez adultes pour nous en rendre compte sans qu'un comité d'instituteurs vienne nous expliquer quelques dizaines d'années plus tard que c'est pas bien. Pas sûr, moi il y avait des tas de choses que je ne connaissais pas, que le code Hays avait été détourné pour pouvoir justement permettre à Red Butler d'avoir cette dernière phrase finale. Oui, c'est assez anecdotique le dame, c'est pas tant que ça. C'est pas sur le fond raciste. J'ignorais que le Ku Klux Klan figurait dans la version de Margaret Mitchell et avait été gommé. Cet aspect-là avait été gommé du film. Il est important de rappeler tous ces éléments, Pascal Blanchard. Je vais vous étonner, je suis sur pas mal de points d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais, allons boire un verre. Non, s'il va y avoir un pot, je vais être en désaccord. Non, je ne pense pas que le public soit capable de toujours prendre de la distance sur un objet écrit à un moment. D'abord parce que quand on a des élèves, des étudiants, on le voit bien. La distance, c'est quelque chose de très compliqué à expliquer, la distance critique. De remettre dans son contexte un objet, un livre. Pour autant, là où je suis entièrement d'accord, c'est modifier un tant soit peu une production d'un temps. C'est justement perdre les traces qui servent à l'historien pour comprendre une époque. Je trouve que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que si vous changez un objet livresque, une affiche, un dessin, où vous faites disparaître une sculpture, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de traces. Dans 20 ans, des révisionnistes viendront nous dire que l'esclavage et la colonisation n'ont jamais existé. C'est ce qui se passe dans la nouvelle traduction de ce livre. Eh bien, c'est une vraie connerie. Il n'y a pas d'autre mot. On ne doit pas gommer, on doit garder les Tintin au Congo, les bananiers, les tels qu'ils sont. Par contre, on doit avoir des précautions oratoires en amont du livre pour faire lire à un lecteur d'aujourd'hui et de demain. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la capacité de comprendre ce que signifiait chacun des termes. Ce que vient de dire Patrick, par exemple, sur le code Hays, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas comprendre comment le cinéma américain a fonctionné si vous ne comprenez pas que de 32 à 66, l'année d'avant, pour la première fois, on autorisera pour tous les États les mariages entre noirs et blanches. C'est pas un petit détail, 66. Pendant 30 ans, le cinéma américain était fabriqué avec une matrice raciale. Et si vous n'en sortiez d'un iota, vous ne pouviez pas sortir un film. Et là, on comprend que le cinéma américain, même dans ses détails,
fabriquer une idéologie raciste. Si vous ne le dites pas, c'est pas comme une affiche nazie ou une affiche stalinienne. On ne le sait pas forcément, c'est pas si immédiat que ça. Donc je pense que les précautions oratoires, l'explication, la mise en contexte... Rappelez-vous le débat il y a très peu de temps pour l'édition de Mein Kampf. Oui. Personne n'imaginerait qu'on réédite Mein Kampf sans commentaire. Eh bien je pense que le travail ne doit pas être d'effacer, il doit être d'expliquer, de contextualiser. Ce qui est la base même de l'explication pédagogique dans le temps présent du passé. Non, une petite précision, elle n'est pas dénaturée, hein, la nouvelle traduction de Mitchell. Hein. Elle est juste, c'est juste une autre adaptation du langage originel de Mitchell, du roman américain, simplement moins caricatural que ça n'était dans la première version. Ce sera le début. Parce que des associations ou des militants viendront vous expliquer que ce n'est pas suffisant, et dans la prochaine édition, il y aura quelque chose d'autre qui aura été édulcoré ou modifié. Moi je dis simplement, je voudrais revenir au point fondamental, que le retour de méthodes totalitaires au nom du bien me paraît une régression faussement démocratique. C'est le terme employé par Yann Moix, par exemple. Mais c'est du travestissement, puisqu'on ne peut plus juger de ce qu'était l'état d'une mentalité à telle époque. Voilà. Il faut la garder dans son jus. Ça ne veut pas dire qu'on l'approuve, ça ne veut pas dire qu'on en reprend les éléments d'analyse, mais ça veut simplement dire qu'on n'est pas là pour modifier le passé. On n'est pas dans un mauvais film de science-fiction. Je suis entièrement d'accord avec vous, on ne doit surtout pas modifier le passé, parce que sinon c'est indirectement fabriquer les révisionnismes de demain. De la fake news, en quelque sorte. C'est déjà la fake news, mais bien sûr, parce qu'à un moment vous n'aurez plus rien. Si vous enlevez tout ce qu'il y a dans le livre, il ne restera plus que des pages blanches. C'est le cas de le dire. Je pense justement qu'on doit avoir un travail titanesque. C'est beaucoup plus compliqué d'expliquer, d'éduquer, que de nettoyer. Bien sûr que ça, aujourd'hui, la solution, c'est de dire, ok, on va faire plaisir à tout le monde, et surtout aux minorités les plus excitées, pour arriver à répondre à quelque chose. Et là où je vous rejoins... Les excitées ou les plus en souffrance. Mais c'est quelque part, aujourd'hui, c'est toujours une minorité qui parle pour la majorité des gens qui ont peut-être un autre rapport à ça. 99% des gens cherchent plutôt des solutions qui sont d'équilibre quand ils vont parler à leurs enfants d'éducation, quand ils vont essayer d'expliquer ce livre. Et peut-être même certains qui sont issus des Antilles ou d'Afrique vont dire à leurs enfants, lis ce livre pour comprendre comment ça fonctionnait à l'époque. Mais ils vont l'expliquer à leurs gamins. C'est ça qui est fondamental. Nous, pédagogues, on ne peut pas imaginer d'un seul coup que ça puisse sortir aujourd'hui comme certains films, sans explication. Et c'est fondamental à comprendre parce que là, les petits détails d'explication que vous donnez, pourquoi il faut convaincre les Américains d'être fidèles à la nation américaine, c'est qu'on est en 39 quand le film sort, et on compte bien sur les GI noirs pour aller se battre. Et de mettre du bon côté de l'histoire par rapport aux nazis. Exactement. Tout ça, si vous l'expliquez pas... C'est un outil de propagande. Quelque part à sa manière, parce que d'un côté les Noirs sont ségrégés, et de l'autre côté on va leur demander 2 ans plus tard d'aller se battre contre les nazis, ce qui est quand même, quand on y réfléchit 2 minutes, absolument insouciant. Donc oui, il y a une part de propagande dedans, car le cinéma en Amérique, ça vous le savez comme moi, c'est de la propagande qui correspond au modèle américain. À nous de l'expliquer. Encore aujourd'hui, mais bien sûr. Un film colonial français des années 30, vous ne le regarderez pas avec des yeux. L'homme de Niger, par exemple, si vous n'expliquez pas la matrice de ce film, les gens ne peuvent pas comprendre tous les codes. Et c'est là où on doit faire, nous, un travail, nous, quand je dis nous, les historiens, titanesque de contextualisation. Revenons aux autres symboles qui sont déboulonnés, ces fameuses statues qu'on fait chuter. Ce qui est frappant, c'est l'ampleur de cette contestation qui trouve un écho mondial. Ça a débuté à New York, ça se répand dans tous les États-Unis, maintenant en Europe. Ça, c'est inédit, Pascal Blanchard. Non. Rappelez-vous la chute du mur, on a déboulonné des statues partout. Rappelez-vous, après les empereurs romains, on déboulonnait les statues des empereurs précédents. Rappelez-vous, au lendemain de Vichy, on a enlevé quelques plaques de rue Maréchal Pétain. La dernière, c'est en 2013, il n'y en a plus en France. Mais il y en avait partout. Ça veut dire que c'est un phénomène, on pense qu'en effaçant les traces, on réécrit l'histoire et on repartirait à... On n'a pas réglé le passé vichiste, on a eu du mal à le régler. On a mis quelques temps plus tard pour régler. Et il n'a pas suffi d'enlever Mais c'est une quelques matrice plaques. naturelle. Quand les gens se disent, je ne suis pas entendu, à bon escient ou pas d'ailleurs, je ne suis pas entendu, l'État m'entend pas, il n'y a pas de musée d'histoire coloniale en France, il n'y a pas mon histoire qui est racontée, je ne trouve pas une matière dans ce qui est proposé à raconter, alors je vais m'attaquer aux symboles qui continuent, eux, à symboliser ce passé, entre guillemets, glorieux, et donc ça les choque. Moi, par exemple, à chaque fois que j'ai vu la statue de Colbert, et que j'avais amené mon fils à l'Assemblée nationale, j'ai pris 10 minutes à lui expliquer qui était Colbert. C'est pas normal. Ici, le code noir, mais il faut l'expliquer. Mais ce n'est pas écrit, ce presque. Nulle part. Il y a même une salle à l'Assemblée nationale. Et dans l'Assemblée nationale, il y a une salle Colbert, sans qu'il y ait un texte dehors pour l'expliquer. Personne n'imaginerait ça sur des grands personnages de l'histoire d'autres pays. Mais il ne faut pas décapiter pour autant la statue de Colbert. D'abord, le parallèle avec ce qui s'est passé dans les pays de l'Est me paraît fallacieux, parce que dans les pays de l'Est régnait une pensée unique. On ne pouvait pas exprimer une opposition. Le colonialisme était une pensée unique. Non, mais le colonialisme
aujourd'hui n'est pas une pensée unique. À l'époque, aujourd'hui. Mais Colbert, il n'a pas été édifié aujourd'hui. Et les statues qui sont déboulonnées aujourd'hui le sont dans un pays où des gens enseignent l'anticolonialisme, reviennent sur les horreurs de l'esclavage. Il y a des chaires qui sont consacrées à ça. Il y a des centaines d'ouvrages. On n'est pas dans une position idéologique. Soyez précis, comme vous dites, il y a très peu de chaires, il y a très peu d'enseignements. Il y en a. Parce que la génération... Il n'y avait pas de chaire d'anticommunisme en Union soviétique. Les chaires coloniales ou les chercheurs sur la colonisation des années 90-2000 sont tous partis à l'étranger parce qu'il n'y avait pas de poste en France. Deuxième chose qui m'énerve beaucoup, c'est que, comme d'habitude, on s'attaque au symbole plutôt que de s'attaquer au vrai problème. Je trouve ce symbolisme d'un kitsch total. Ensuite, c'est toujours un point de vue moral qui s'exerce et une manière de réduire la complexité de personnages historiques à un seul aspect. Même les gens qui sont déboulonnés, c'est justiciable d'un débat. Ils n'étaient pas qu'esclavagistes, ils représentaient autre chose. On n'a parfois érigé leur statut au nom d'autre chose. Bien sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, en effet, c'est quand même une minorité qui décide au nom de tous que ces gens-là ne peuvent plus avoir leur effigie dans telle ou telle ville. On y vient dans le détail. À Boston, c'est l'effigie de Christophe Colomb qui a été décapité. À Miami, une statue du même type a été vandalisée avec de la peinture rouge. Une troisième jetée dans un lac en Virginie. En Angleterre, c'est la statue d'Edward Colston, député et marchand négrier qui a fait sa fortune grâce au commerce d'esclaves qui a été déboulonné. En Belgique, c'est la statue équestre de Léopold II qui a été retirée d'un square. Écoutez. Tell me exactly what happened on Sunday with the Colston statue. Whilst the protesters were there, they decided to pull down the Colston statue, who is a known slave trader and whose money was used to build the city. I definitely believe it would have been in a museum, or I definitely believe they would have made their own Black History Museum and put it in there, but no, it was on the streets of Bristol. Moi je suis belgo-congolaise. Il n'y a absolument rien dans l'espace public qui rappelle les atrocités qui ont eu lieu au Congo. Si ce n'est les statues de Léopold, les noms de personnes qui ont massacré mes arrière-grands-parents, tout ce que vous voulez. Ce que nous on demande, c'est qu'à un moment donné, on mette fin à ces spectres qui sont quand même une souffrance pour une bonne partie de la population et qu'on discute, on mette sur la table à quel moment est-ce que la Belgique va reconnaître les atrocités qu'elle a commises au Congo. On pense que c'est dans la mouvance et à la suite de ce qui s'est passé aux États-Unis de la mort de George Floyd. Mais c'est arrivé avant, notamment en Martinique. Dès le 22 mai dernier, avant les mouvements de protestation, 2 statues de l'abolitionniste Victor Schœlcher ont été brisées en Martinique lors de la journée de la commémoration de l'esclavage. Statue, en fait, c'est quoi? C'est une personne que j'admire parce qu'elle a fait quelque chose pour l'histoire. Schœlcher, il était complètement favorable à l'indemnisation des colons. Il y a plusieurs textes qui le prouvent. Et si, par exemple, lui, il n'avait pas été favorable à ça, on ne sait pas quelle sera la situation économique en Martinique actuelle par rapport à la domination économique des béquets. Il y a un problème à ce niveau-là. Les statues, les noms des rues, et on en a assez. Vous comprenez ces jeunes filles? Parce qu'il était abolitionniste. Il a décrété l'abolition de l'esclavage le 27 avril. C'est fêté en Outre-mer. Il y a un jour chaque année que s'oublie, d'ailleurs, dans les deux. Vous notez quelque chose qui est important. On peut être abolitionniste et colonialiste. On peut être abolitionniste et penser qu'il faut indemniser les maîtres. Et aujourd'hui, c'est très paradoxal. Vous prenez une personnalité comme Schœlcher, elle est justement multiple. Et chacun y voit une part de ce multiple. En tout cas, c'est pas un négrier comme celui anglais dont on a déboulonné. C'est exactement ce que j'allais dire. Il n'a pas le même symbole qu'un armateur anglais. Mais pour autant, il renvoie à une ambiguïté dans ce qu'a été l'abolition de l'esclavage. Je vous rappelle que le jour où les esclaves sont sortis de l'état d'esclave, ils sont devenus indigènes. Du jour au lendemain, ils sont rentrés dans l'empire colonial. Donc pour des Antillais, cette histoire, elle ne s'arrête pas à l'abolition. Elle est beaucoup plus complexe. Et la complexité de Schœlcher renvoie à la complexité des sociétés. Indemniser les maîtres. Pour des gens, ça apparaît aujourd'hui hallucinant. Alors oui, il faut contextualiser. Il y a aujourd'hui un très bon musée en Guadeloupe qui s'appelle le Mémorial Act. On commence à faire ce travail. Mais je vous rappelle que ça fait à peine 10 ans qu'il y a ce musée. Je vous rappelle qu'en France, si vous et moi, ou chacun ici, on va emmener nos enfants voir l'histoire coloniale et un musée, il n'y en a pas. Donc les gens se débrouillent avec ce qu'ils ont. C'est leur façon de se réapproprier l'histoire. C'est tout ça. On fait tout ça de se réapproprier l'histoire. Quand l'outil de l'État, quand la culture ne produit pas, quand il n'y a pas de musée, quand on ne peut pas raconter l'histoire en commun, qu'on ne peut pas fabriquer une mémoire commune, eh bien les gens, ne soyons pas étonnés qu'ils tentent en bricolant de se reconstruire une reconnaissance dans un pays. C'est complexe. Mais le déboulonnage de la statue, c'est un refus de la complexité. Moi, ce que j'ai apprécié dans tout ce qu'on a entendu, là, cette femme américaine, cette jeune femme, elle réclame, au nom de cette complexité, elle réclame un débat.
voilà, un débat contradictoire, et ensuite on prend des décisions. Là, il y a un côté, on s'attaque à un symbole, on se donne bonne conscience et on refuse la complexité. Je ne trouve pas que ça soit une procédure démocratique, et je ne suis même pas sûr que ça fasse avancer quelque cause que ce soit. Là, je partage ce point de vue. C'est-à-dire que, moi d'abord, je suis contre déboulonner. Un historien ne peut pas être d'accord pour déboulonner un élément de patrimoine. Excusez-moi, mais ce serait l'antinomie même d'être historien. Non, mais par contre, elle proposait de les déplacer dans un musée. Ah, mais oui, s'il y avait un musée. Alors, on est d'accord. Voilà. Au moins, c'est de quoi va être rempli notre musée. L'histoire n'est pas rentrée dans un musée. Il est là le problème. Attendez, on va même être encore beaucoup plus factuel. Il y a 12 744 musées en France. On a fait 23 musées du sabot et on n'a aucun musée d'histoire coloniale. Alors c'est simple. Il y avait jadis un musée des colonies. Il y a eu un musée des colonies, c'est très important. Il y a eu jusqu'en 1960 un musée des colonies, autant de la grandeur impériale de la France qu'aujourd'hui à la Porte Dorée. Vous pouvez aller voir. Plus tard que 60. Non, il s'arrêtait en 60, il y a eu le musée des arts africains et océaniens après. C'est Malraux qui l'arrête, et Malraux dit cette chose fantastique, au moment des indépendances, on ne peut plus garder un musée des colonies. Il y met les arts africains, qui est une continuité, et maintenant c'est devenu le musée de l'immigration. Quand même, il y a des rapports. Et quand vous allez sur cette fresque, sur le côté gauche du musée, vous levez les yeux, vous avez le nom de tous les coloniaux, sur nos plaques de rue, de ville et de statues. Vous savez quel est le nom du premier colonial sur ce musée? Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem. L'Empire a commencé avec les croisades. Cette histoire, c'est quand même les fantômes du passé. C'est super douloureux pour beaucoup de gens qui vivent maintenant dans le pays de l'ex-colonisateur. C'est-à-dire depuis 3-4 générations, dont les parents n'ont pas toujours parlé de cette histoire traumatique, dont l'école a eu du mal à l'énoncer. Et ça va beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Moi, j'ai passé le bac il y a très longtemps. Je n'ai rien appris sur l'histoire coloniale au moment de mon bac. C'est que je pense que vous aussi, vous n'avez pas appris grand-chose à l'école au moment de votre bac sur l'histoire coloniale. Ça fait à peine 20 ans que c'est dans nos manuels. Donc ne soyons pas surpris que quand on ne s'aime pas, ça pousse pas. Les gens se sont débrouillés tout seuls. Et certains, en détruisant on s'aime pas, on n'assume pas. C'est comment voulez-vous assumer une histoire qui a c'est des complexes dans la République. Le pays des droits de l'homme a colonisé et a décrété que des hommes, au nom de la couleur de leur peau, n'étaient pas égaux aux autres. Est-ce que essayez d'expliquer ça à une salle de jeunes élèves de 14 ans en trouvant ça cohérent? Eh ben, bon courage. Vous allez voir, là, c'est le moment, c'est là, c'est... Ah, bonjour, alors la France, pays des droits de l'homme, là-bas, c'était pas pareil. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la même couleur de peau que nous. Mais c'est quand même le pays des droits de l'homme. On a apporté la liberté. La liberté, dans le monde colonial, c'est un paradoxe. Vous n'allez pas leur faire comprendre davantage avec ce genre de happening? Non, mais moi je pense qu'il ne faut pas démonter ces sculptures et ces statues. Il faut avoir des textes systématiquement pour l'expliquer, parce que l'espace de la rue, le nom des plaques de rue, une sculpture, elle nous raconte un moment de l'histoire. Quand vous allez vous promener à la Porte Dorée, c'est la plus belle leçon d'histoire qu'on peut faire à des gamins. Mais il faut des textes pour le faire. Il faut arriver à la capacité de trouver des matrices pour faire de la pédagogie dans l'espace public. Ou jusqu'au jour où on aura un grand musée. Malheureusement, l'émotion l'emporte sur la pédagogie. Toujours. Le happening sur la pédagogie. Quand il y a frustration historique, sur la connaissance. Toujours, l'émotion l'emporte sur la raison quand les outils de la raison ne sont pas fournis par l'État et la culture. Mais ne n'acquiesçons pas à ce genre. Je n'acquiesce en rien. Pas d'indulgence. Alors, quelle est la proposition? Quelle est la solution, Eric? Ce qu'on dit, ces deux jeunes femmes, moi, je trouve que c'était très raisonnable. Engager un débat. Engageons un débat. Est-ce que la place de cette statue est dans une rue ou sur une place ou dans un musée? Je trouve que c'est un débat très bien posé. Mais une foule qui décide qu'aujourd'hui ce sera ça, qui ils ont consulté, on ne sait pas, ils font partie quand même d'un pays, d'un cadre démocratique. Moi je trouve ça inacceptable. Voilà. Et je trouve qu'on se donne bonne conscience à très bon prix. Et comme on est des gens intelligents, on est capable de comprendre pourquoi à un moment l'émotion l'emporte sur la raison. Et c'est à nous de faire le boulot pour que la raison gagne sur l'émotion. Je vis une époque où malheureusement c'est le règne presque sans partage de l'émotion. L'émotion l'a toujours emporté sur la raison dans les grands moments d'histoire. Sinon on ne ferait plus d'histoire. C'est pour ça que d'ailleurs que l'histoire est fascinante. C'est qu'à un moment il y a toujours un dialogue entre émotion et raison. Et maintenant dans nos sociétés métissées, on se rend compte que l'histoire écrite par des blancs du temps de la grandeur blanche, ça marche un peu moins bien dans les sociétés métisses. La raison depuis plusieurs semaines, je n'entends plus que l'émotion. Alors on va réentendre la raison, on va bien travailler. La France raciste, État raciste, racisme systémique, y compris. C'est délirant. Ça devient délirant. Enfin, écoutez, franchement, ce qui se passe autour de l'affaire Traoré est délirant. C'est-à-dire que tout le monde perd les repères. On devrait quand même rappeler qu'une société sans la police, ça s'appelle la jungle. Et que dans la jungle, ce sont les plus faibles qui sont toujours à la merci des prédateurs. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner. Et évidemment, il faut faire toute la lumière sur la mort de Traoré. Ce n'est pas du tout ça le fond du dossier. Mais tout le temps dénoncer les flics, alors que les flics sont là pour protéger les plus faibles et qu'ils le font
y compris et surtout en banlieue, dont les habitants demandent très très souvent l'intervention des policiers pour les défendre contre la racaille, les prédateurs ou les trafiquants, eh bien il faut le rappeler aussi. Moi, ce que je dis dans mon papier du Figaro, il faut arrêter avec la pensée borgne, ne voir qu'un côté des choses. Et je vais voir l'autre côté. Très rapidement, Pascal Blanchard. J'ai fait des formations pour la police et la pénitentiaire, et je sais que la première chose que je leur apprends, qui les sidère à chaque fois, c'est qu'il y a eu une police des Noirs dans ce pays. Ça existait, c'était en 1777. Une police dont la mission était de s'occuper que des Noirs. Puis après, il y a eu une police des Arabes à partir de 1925. Et il y a eu une police des Juifs à partir de 1940. Le corps de la police ne sort pas indemne de l'histoire, sauf qu'ils ne le savent pas. Et je peux vous assurer que quand vous faites ce travail de transmission, c'est plus la même chose. Parce que d'un seul coup, il y a une prise de conscience d'une époque. On connaît le 17 octobre 61, on sait ce qui s'est passé sous Vichy, on sait ce qui s'est passé au temps des colonies. Et oui, il faut transmettre. Et oui, la police n'est pas raciste, mais la société a des héritages issus de la période coloniale qui produisent sur des individus qui peuvent être en charge d'un élément de l'action publique, des actes qui sont inconsciemment liés au passé. À nous de faire le boulot là aussi. Merci beaucoup à tous les deux.